Certains l'ont peut-être oublié, mais bien avant l'avènement des SUV, la légende des 4x4 s'est écrite dans la boue. Résistants à toute épreuve, franchisseurs de l'extrême, ils ont marqué les mémoires et quelques-uns sont devenus des mythes, comme ces trois Mini, le Nippon Suzuki Jimny, la regrettée russe Lada Niva ou encore l'iconique italienne Fiat Panda 4x4. Avec la neige, je passais partout, même quand les autres voitures ne passaient pas. Symbole de toute une époque, il fascine toujours, mais pourquoi tant d'engouement autour de ces Mini 4x4 ? C'est ma première voiture et puis je m'y suis attaché. Sont-ils vraiment increvables et quelles nouveautés proposent les constructeurs ? Réponse avec des propriétaires heureux de nous faire partager leur passion. Pour débuter, honneur au plus voyant de nos trois modèles, le Suzuki Jimny et ses faux airs de Mini Classe G de Mercedes. Regardez, même carrosserie anguleuse, même fleuron aux extrémités de la calandre, mais prix 6 fois moins cher que le 4x4 de la marque à l'étoile. D'ailleurs, lors de sa naissance en 1970, il fait partie des 4x4 les plus abordables du marché. D'abord utilitaire, il monte en gamme. Et 4 générations après, le dernier, sorti en 2018, marque une vraie rupture avec ses ancêtres. Oh, c'est vraiment une couleur, Ça fait les ça mêmes. flash. Hein. Moi, ça me rappelle le Samouraï, l'ancienne génération. Samouraï, véhicule exceptionnel. Le coffre est plus petit que sur les anciens modèles, par contre. Encore plus petit. Encore plus petit. Déjà que c'était rikiki. Et là, c'est vraiment... Là, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus de place. Mais rassurez-vous, le coffre est un peu plus grand dans la nouvelle version utilitaire Strict 2 places qui remplace le modèle 4 places, désormais interdit après malus écologique de près de 10 000 €. Ce nouveau Jimny, il est plus rustique que la génération d'avant ? Il paraît plus rustique, je trouve, notamment la boîte de transfert mécanique, son côté carré. Ça va un peu à l'encontre de tout ce que font les nouveaux constructeurs où on réduit la cylindrée, etc. C'est assez sympathique et ça rappelle le vrai côté baroudeur. Donc je suis plutôt content. Claude est propriétaire d'un Jimny 2017, plus long et moins large que le petit dernier. Alors que va-t-il en penser ? Nous l'avons mis à l'épreuve. Au volant du tien, je me sens bien. Hein. Franchement, je suis bien installé, je peux faire des kilomètres. Bon, moi, pareil, hein, je peux y aller. Hein. Je peux pas prendre l'autoroute peut-être, mais les petites routes de campagne, on peut y aller. Hein. Je pense que le moteur est un peu plus puissant que mon petit Jimny. Hein. Tu as vu que dans le Jimny que tu as entre les mains, tu as une boîte courte. Oui, j'ai vu, bien sûr. Parce que dans le tien, là, je vois que tout est électronique. Là, il faut juste appuyer sur un bouton. Alors que dans le nouveau, tiens, bizarrement, ils sont revenus à l'ancienne méthode. Tout est mécanique. Oui, alors là, moi, je préfère l'ancienne méthode. Hein. Pour revenir en deux roues motrices, c'est beaucoup moins compliqué que l'électronique qui pose des fois des petits problèmes. Hein. Je reprends mes pneus et je pars avec celui-là. Ah oui, tiens, pourquoi pas. De leur côté, Romain et Armand, eux aussi propriétaires de Jimny, l'un de 2007 et l'autre de 2009, se préparent pour une session de franchissement extrême sur la très sélective piste 4x4 de Marne-la-Vallée Organisation. Et pour ça, il leur faut des modèles à toute épreuve qu'ils n'ont pas hésité à transformer. J'ai fait faire donc par un spécialiste un surélèvement total, sur mesure, tout l'avant avec le support de treuil, l'arrière et un blocage de différentiel ARB à l'arrière. Avec ça, tu passes partout, là. Et avec ça, je passe pas. T'as quoi comme moteur sous le capot ? C'est un 1,5 litre DCI Renault. Ah, et ça te fait sourire. C'est ça. Mais qui fonctionne plutôt bien. C'est le même que dans les Clio. Bon, et c'est suffisant pour emmener ouais. tout ça, oui, c'est pas un foudre de guerre, mais ça roule.
Pourquoi tu l'aimes ce Jimny? Parce que c'est ma première voiture. Ah, bien. Qui me servait tous les jours au départ à faire du 4x4. Il fallait changer les pneus régulièrement quand on allait faire du tout-terrain ou la semaine pour rouler sur la route. Et puis je m'y suis attaché comme ça. Je vois que tu peux aller à la piscine avec, là, t'as de quoi faire respirer le moteur même si tu vas sous l'eau? C'est ça. Donc le snorkel, il est là pour, si on a vraiment une grosse flaque à traverser, une rivière ou quoi que ce soit, pour que le moteur puisse continuer à avoir de l'air sans rien casser. Toute la préparation, ça a été fait à la maison, chez mes parents, à l'époque. Comme j'avais pas forcément énormément de moyens, j'ai fait au fur et à mesure, j'ai mis à peu près 4 ans. Ah, t'as dû être fier de le conduire. Ouais. C'est un véhicule qui est fait pour faire un peu de tout. Un peu de franchissement, un peu de piste, un peu de raid en vacances. Il faut qu'il soit polyvalent. Quant à notre Jimny de dernière génération, équipé, je vous le rappelle, de ses pneus de route de série, eh bien, il s'en sort avec les honneurs dans la plupart des situations. Voilà, ici, on sent bien que je ne suis pas un expert du 4x4. Voilà, on va même aller sur un petit franchissement de guet. Voilà, parfait. Donc, les montées, les descentes avec belle inclinaison et même les dévers, franchement, ça passe nickel. Il est juste surprenant. Et encore, on l'a poussé à même pas 50% de ses capacités. Ah, je suis presque fier. Quelques années après la naissance du Suzuki Jimny, les Français découvrent celui qu'on surnomme le Land Rover soviétique, le Lada Niva. 4x4 d'un nouveau genre, compact, solide, passe-partout et très économique, le Lada Niva propose 4 roues motrices permanentes, du jamais vu en 1977. Et le succès est immédiat, le Niva s'offre 40% de part de marché en Europe. À l'époque, Georges est immédiatement séduit, au point de devenir importateur officiel. Il est aujourd'hui l'un des rares spécialistes de Lada Niva en France. Georges, ça, c'est le Lada Niva. Moi, je ne vais pas vous cacher, très compliqué aujourd'hui de trouver quelqu'un qui s'y connaisse en Lada Niva en France et puis surtout trouver un garage. C'était quasiment mission impossible. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver là aujourd'hui. Oui, c'est tout à fait normal parce que le réseau des concessionnaires Lada a disparu il y a à peu près 5 ans. C'était 80 concessionnaires sur le réseau. Et forcément, on a continué à alimenter nos clients et de fait, par les sites internet, le réseau national de pièces, on trouve des pièces assez facilement. L'atout du Niva, c'est son poids, environ 1,150 tonnes pour 80 chevaux. Et grâce à sa caisse autoporteuse et l'absence de châssis, il se faufile n'importe où. Du coin de l'œil, j'ai vu, il y a une roue de secours à l'avant. Oui. Alors là, oui, elle a été enlevée. Oui. Alors, la roue de secours qui est de façon classique sur ce modèle, il faut savoir que cette voiture était conçue pour pouvoir être réparée un petit peu partout. Il y avait d'ailleurs sur les premiers modèles, il y avait un allume-cigare dans le capot sur lequel on branchait une lampe qui était fournie et qui était dans la roue de secours, avec laquelle on pouvait se dépanner la nuit et réparer la voiture la nuit avec une trousse à outils à peu près complète, avec laquelle on pouvait réparer la voiture. Le Lada Niva, c'est un vrai petit 4x4. Il y a des vraies qualités de franchisseur. On passe quasiment partout avec ça. Oui, c'est formidable. C'est une auto, là aussi, qui, grâce à son poids, 1,150 tonnes. Vous savez, le rapport poids-puissance étant important, avec peu de chevaux, permet de passer partout. Avec 4 roues motrices, avec un blocage de la boîte de transfert. C'est des autos qui passaient partout. On en a retrouvé beaucoup pour faire du franchissement. 40 ans d'exploitation, plus de 2 millions d'exemplaires vendus sur la planète, le Lada Niva est devenu une icône avant de passer de mode à la fin des années 2000. Pourtant, cette monture intrépide séduit encore, et même les jeunes. La preuve avec Baptiste, 27 ans, propriétaire d'un Niva blanc de 92 qu'il nous propose de tester. Alors le levier de vitesse,
je trouve qu'il est vachement loin. J'ai le bras tendu. Moi aussi. Ça a toujours été comme ça sur les Niva. Ils n'ont jamais changé les leviers. Toujours le même emplacement. Et alors, ton volant, il n'est pas dans l'axe. Ils devraient. C'est-à-dire que là, le volant est tourné vers la droite, mais on va tout droit. C'est ça. Donc, boîte 5 vitesses, on a quoi comme moteur sous le capot, là? 1,6 litre, 78 chevaux. Et alors, avec ça, tu vas sur l'autoroute ou pas? Non, non, non. Non. 90, c'est bien. Qu'est-ce qui te fait kiffer dans cette voiture? Je sais pas, c'est un peu tout, le côté rustique, le côté sympa à conduire, pas être pressé, enfin, ça passe partout. Faut pas faire attention à la consommation non plus. Ça consomme beaucoup? Ouais. Là, on doit être à 13. Ah, 13 litres? Ouais. Là, avec mon style de conduite? Ouais. Tu veux dire que j'attaque un peu trop? Non, pas vraiment. Allez, maintenant, Baptiste prend les commandes pour une excursion moins en douceur. Ici, on a 3 leviers. On a le levier de vitesse et 2 leviers. Tu nous expliques à quoi ils servent? Alors, on a le levier pour la boîte longue et la boîte courte. On est sur une gamme de rapports beaucoup plus court qui permet de faire un peu plus de franchissement, que ça soit plus délicat, qu'on passe moins en force. Et après, le dernier, c'est juste le blocage de différentiel. Puis son empattement aussi, il fait beaucoup. C'est un bon franchisseur. C'est court, hein, c'est assez ramassé comme Oui, véhicule. oui, ça ramasse. Après, il est bien meilleur en tout terrain que sur route. Donc là, on est sur son terrain de prédilection. Ouais, celui-là. S'il y a bien un autre Mini 4x4 qui rassemble les foules, c'est bien la Panda, dont la nouvelle version a été présentée il y a quelques mois à l'occasion des 40 ans du célèbre modèle transalpin. Sur le domaine de Forest-Hill, en région parisienne, nous rencontrons maintenant 4 inconditionnels du petit 4x4 italien. Lui, il m'accompagne dans toutes les grandes randonnées. Il a été en Italie, il a été en Auvergne, voilà. Donc, et il y a sa famille qui est derrière. Hein. Cette Panda 4x4 Country Club de 98, Raphaël l'a rehaussée et chaussée de pneus cross. Pour nous, amateurs de Panda, la Panda 4x4, c'est le Graal. Ça peut aller jusqu'à 5000, voire plus, hein, sur des grosses préparations. Mais celle-là, vous la lâchez pas? Celle-là, non, je préfère lâcher un rein. De son côté, Nicolas vient de s'offrir sa toute première Panda 4x4 en version Val d'Isère, un véritable rêve de gosse. Pourquoi être parti sur une Panda 4x4 et pas sur une autre marque, un autre véhicule? Alors c'est la Panda 4x4 Val d'Isère rouge. Pardon. C'est bien précis. Désolé. Parce qu'en fait, c'est en allant en colo de neige. Je vais avoir 15-16 ans et on était dans le bus. C'était bloqué sur un col. Il y avait 30 cm de neige. Personne n'avançait. Les gendarmes arrêtaient tout le monde. Et là, je vois des skis sur un toit rouge. Une voiture qui passe sur la voie de gauche et qui remonte toute seule. Et je fais, moi je veux ça. Elle est de série, on est d'accord. Hein. Exactement. Tout à fait de série, tout à fait d'époque. Avec des pneus neige, donc pas fait du tout pour le 4x4, mais c'est hallucinant quoi. Ça passe partout. Par contre, vu qu'elle n'est pas rehaussée, ça frotte. Ah, t'as pas pris assez d'élan là. Bon, hein, bon, ça passe presque partout. Voilà. Disons qu'avec des bons pneus et... Avec des bons pneus et un bon pilote. Et un bon pilote, ça passait partout. Hein. Moi, La Fiat Panda 4x4 est reconnue pour son franchissement hors norme. Dès sa sortie en 1983, elle est la seule mini citadine équipée d'une transmission intégrale. On revient d'Auvergne et elle, avec la neige, je passais partout, même quand les autres voitures ne passaient pas. Stéphanie possède une Val d'Isère de 92, alors que son mari, Christophe, s'éclate au volant de cette Panda 4x4 piste noire, limitée à 600 exemplaires. La meilleure pour les chemins difficiles. Bon alors Christophe, il paraît que quand ça passe pas avec une Panda de série, c'est celle-là qu'on appelle. Ah, il paraît. Il paraît? On essaye? Allez, vas-y, je monte avec toi. Parfait. La Panda, là, c'est ça tout.
C'est quoi ces atouts? C'est le fait d'avoir une lecture très intuitive au niveau de la sensation de conduite. Et aucune aide. On ressent le terrain, c'est vraiment l'école parfaite. J'ai eu déjà des Suzuki Samurai, qui sont excellents. C'est très solide, mais la conduite est beaucoup moins intuitive. Avec une là, on sent vraiment davantage de ce qui se passe. Là, on a levé la roue. Oh là là, et croisement de pont. Croisement de pont. C'est toujours impressionnant. Oui, oui. Oh! 38 ans après sa naissance, la Fiat Panda 4x4 est encore au catalogue. Mais a-t-elle toujours les gènes des anciennes? Réponse en test rapide sur terrain accidenté. Au volant, Francis pilote 4x4 depuis plus de 20 ans. Bon alors, ton verdict, Francis, cette petite Panda 4x4? Alors, je suis bluffé. Ça passe. Ça manque un peu de garde au sol, c'est sûr. Une petite vitesse, rapport court pour les monter, pour éviter de faire patiner les embrayages. L'option aide à la descente serait la bienvenue, qu'il n'y a pas sur ce modèle-là. C'est bluffant. Et dommage qu'on n'ait pas de gros 4x4 à côté de nous pour leur montrer ce qu'on est capable de faire. Panda 4x4, Lada Niva ou Suzuki Jimny. Leurs noms sont à jamais inscrits dans l'histoire de l'automobile. Petits baroudeurs passe-partout, ils n'ont pas fini de nous émerveiller.